Débat pour la Nation, on clôture la semaine avec Mike Gardi-Diana, journaliste et analyste politique, Manix Iyenda, secrétaire national en charge de la communication dans ces grands partis politiques de M. Matata Ponyo, LGD, également Merveille Bailenge, journaliste et analyste politique. Nous allons revenir sur la réponse du gouvernement face aux propos de M. Paul Kagame, le président du Rwanda. Nous allons également parler de ces 20 millions accordés à l'armée rwandaise par l'Union européenne. Nous allons parler et revenir sur la jeunesse, l'entretien entre les échanges entre les présidents de la République et la jeunesse. Enfin, nous allons chuter par les calendriers électoraux. Ça fait couler toujours beaucoup d'encre de salive. Les gens estiment que la durée, les délais de l'enrôlement pourraient poser un sérieux problème pour le respect de ces calendriers. Nous commençons par Mike Gardi-Diana, journaliste et analyste politique. Mike Gardi-Diana, comment vous allez? Très bien, merci Gramik. C'est un plaisir de retrouver ce plateau. En forme? Et plaisir de retrouver... Beaucoup de voyages. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas beaucoup de voyages. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de travail. Et surtout, la disparition. En fait, je vous ai vu, ce matin, vous avez partagé une vidéo du ministre Tony Lumwamba. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la vidéo fait partie d'un appel lancé avec un consortium de différents ministres du secteur de l'éducation dans le monde, évoquant justement plus de 200 millions d'enfants qui n'avaient pas accès à l'éducation, faute de questions parfois d'ordre sécuritaire, parfois d'ordre, comment dirais-je, par conséquence de catastrophes, notamment le changement climatique dans certains coins de la République. Et que finalement, en déplacement où il est, il va se tenir un forum à Genève, je crois, en février 2023. Question de pouvoir réunir les différents États et réfléchir comment trouver de manière plus pratique et plus directe la possibilité de pouvoir intégrer ces enfants, de s'occuper en fait de cette réalité pour faciliter les enfants, parce que vous le savez, parmi les objectifs de développement du monde, la question sur l'accès à l'éducation est une question très prioritaire, et que finalement, il est parmi les têtes d'affiche qui vont certainement porter haut ces discours-là, et voilà pourquoi il était important avant quelques mois de cette rencontre de pouvoir interpeller non seulement le bailleur de fonds, mais interpeller aussi les personnes de bonne volonté qui voudront bien participer justement à ces dynamiques, qui serviraient également de pouvoir collecter les moyens et soutenir les initiatives allant dans ce sens-là. Donc voilà un peu le gros de ces discours-là, et lutter justement contre l'analphabétisation, c'est une question qui préoccupe l'ensemble du ministère, notamment lui, le ministre de l'Université. Ah, merci beaucoup. Donc, on pourrait conclure que pour cette année, ces enfants n'auront pas accès à l'éducation. Il faut attendre l'année prochaine. Non, la question, c'est l'année scolaire prochaine. En fait, la perspective n'est pas interne. La perspective est planétaire. Planétaire, oui. En République démocratique. Et pour les cas de la République démocratique du Congo, les statistiques sont simples. Depuis la gratuité, il y a eu un cumul de 4 millions d'élèves. Cette année, il y a 6 millions d'élèves qui ont retrouvé le chemin de l'école. La perspective, c'est que d'ici l'année prochaine, on arrive à 8 millions et continue à réduire sensiblement. Là, c'est clair. Mais le 200 millions, c'est au niveau planétaire, et c'est pourquoi ça nécessite des efforts communs. Merci beaucoup. Manix Iyenda, LGD, secrétaire national en charge de la communication. Vous allez bien, d'abord? Merci beaucoup, député de la rue également. Cher Gramik, pour m'avoir invité sur votre plateau. C'est l'occasion de saluer mes co-débatteurs, en même temps saluer notre estimé peuple qui nous suit à partir de ce moment, le Congolais d'ici, le Congolais de la diaspora. C'est vrai, notre parti se porte très bien. Moi-même, en tant que député de la rue, je me porte très bien. Nous nous sommes consacrés dans un combat qui n'est pas facile, c'est celui de porter la charge du peuple congolais et de restituer à ces peuples toutes les informations nécessaires concernant notre pays. On se porte bien, malgré la fièvre du pays, une fièvre liée à l'ingouvernabilité de ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République. Il y a une rumeur qui circule, c'est vrai que ça vous balayer, c'est là ou non. Est-ce que vous êtes déjà en train de lorgner les ports de l'Union sacrée? Pourquoi? Je ne sais pas. On non, mais... non, les LGD est déjà bientôt là dans l'Union sacrée. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette rumeur? Si notre parti, avec la locomotive, c'est lui que nous considérons comme notre autorité archétypale du parti, le président national, le professeur Augustin Matata Ponyo Mapon, si nous nous décidons d'aller vers l'union sacrée de la nation,
Et donc nous considérons que cette machine politique diligentée par la vision du chef de l'État, président de la République, M. Tshisekedi, on finit par faire une sorte de confession politique. C'est-à-dire, la condition, c'est qu'il faudrait que ces gens-là essayent de réaliser leur incapacité et de se rendre compte qu'aujourd'hui, il faudrait aller dans la logique du LGD, la logique de leadership et de gouvernance des qualités. Si M. Tshisekedi veut que le LGD, ensemble, avec le président Matata, nous puissions faire chemin dans la même direction, à moins que l'UDPS, l'Union sacrée de la nation, le président de la République, opte pour le leadership et gouvernance des qualités. À défaut de quoi, vous pouvez espérer, heureusement que vous avez introduit votre question sur base d'un vocable rimeur, comme c'est des rimeurs, je pense ça reste rimeur. Merci beaucoup Manix Iyenda, député de la rue. Merveille Bayelengue, en forme. Très en forme. Journaliste, analyste politique. Journaliste, analyste politique. Info vrai. Info vrai. Groupe Senior Communication. Merci beaucoup Gramix, c'est toujours un plaisir pour moi de participer à cette émission. Cette grande émission qui revient avec vous parce que depuis un certain temps, c'était le DG Peter Tiani qui s'en occupait. Les DG toujours là. Et voilà. Moi j'ai pris les journées pères et les DG. Voilà, merci beaucoup, une complémentarité. Alors, donc je salue mes co-débatteurs sur ce plateau. Et nous espérons que le débat sera à la hauteur parce que les sujets que vous venez d'évoquer ici sont des sujets très pertinents qui méritent des analyses pointues parce qu'aujourd'hui, la population a besoin de connaître les vraies raisons, notamment du calendrier électoral tel qu'il est publié, notamment de la complicité de la communauté internationale, par exemple, face à la situation qui se passe en RDC, et donc, etc. Merci. D'accord, on en parlera. Je prends Manix Iyenda. Je pense que c'est bon déjà, le micro de Mike Gardi. C'est bon? Alors, Mike, je reviens à vous. Il y avait un petit souci de micro lorsque vous parliez. Vos premiers mots, on reprend ça. Je vous avais posé la question sur la vidéo du ministre que vous aviez partagé dans les réseaux sociaux. En quelques lignes, vous répétez ce que vous aviez dit. Je crois que le message partagé ce matin du ministre Tony était un message lancé aux différents partenaires de l'éducation, notamment tout autre bailleur de fonds ou encore personne de bonne volonté. Parce que la dynamique, c'est que les différents États, notamment le ministre est chargé de l'éducation, se sont rendus compte finalement qu'aujourd'hui, les statistiques établissent plus de 200 millions d'enfants qui sont exclus du système éducatif dans le monde, alors que c'est parmi les objectifs de développement le plus prioritaire, pour ne pas dire quatrième. Je sais que ce n'est pas question de hiérarchie, mais que finalement aujourd'hui, il fallait trouver des voies et moyens, comment mobiliser l'ensemble de la planète pour voir la possibilité de résoudre ces problèmes, parce que l'éducation est une question très cruciale pour les enfants. Donc du coup, c'était un message lancé par le ministre aux différents partenaires, ici sur place en RDC, mais également par l'extérieur, avant la rencontre de haut niveau qui se tiendra, je crois, en février 2023 à Genève, en Suisse. Et en attendant, c'est donc un message lancé pour que quiconque qui peut faire quelque chose, qui peut bouger dans ces sens-là, mais aussi pas forcément de manière mercantile ou sur le plan numéraire, mais en termes d'engagement aussi, parce qu'il y a deux zones, un peu comme dans le Soudan et autres, les enfants sont privés de l'école juste par manque de culture de l'environnement et par le réchauffement climatique qui occasionne beaucoup de dégâts dans certains villages et autres questions d'ordre sécuritaire. Donc c'est un appel où je crois qu'à la limite tout le monde devrait adhérer, parce que la question de l'éducation, c'est une question qui nous concerne tous. Alors Mike, on entre dans l'actualité avec vous, on prend les premiers sujets, la réponse du gouvernement face aux propos de M. Paul Kagame, le président du Rwanda. Était-il important que le gouvernement réagisse, ou bien vous pensez que le gouvernement devrait banaliser ses propos quand Kagame dit que notre président n'aurait pas gagné, ou soit n'a pas gagné les élections de 2018? Bon, en gros, la question de l'opportunité, c'est vrai, à ce stade ici, la communication devient un élément intégrant de l'approche diplomatique. Ouais.
Dans le contexte ici, je crois que depuis toujours, on a reproché à la RDC d'être pratiquement amorphe et presque aphone sur ces questions-là. La bataille aujourd'hui a atteint un certain niveau où il ne faudra pas laisser quelques éléments, bribes d'informations. Mais sur l'opportunité, je crois qu'on pouvait s'en passer, dans le sens où Kagame, depuis toujours, dans ses approches communicationnelles, utilise ce que nous on appelle en communication stratégique de l'anticatastase. C'est-à-dire la méthode simple est d'utiliser avec ironie des sujets qui n'ont rien à voir avec les questions cruciales. En quelque sorte, des bonnes digressions, mais capables de créer justement de remous. Et la difficulté, c'est que moi je me pose la question sur l'opportunité, c'est au niveau du pourquoi Kagame le fait maintenant. Exactement. Parce que dans le langage, dans cette bataille médiatique, l'affaire a largement évolué et la RDC a pris suffisamment de pas. La RDC a pris suffisamment de pas. Et par aussi, par rapport à la situation. Et aujourd'hui, le Rwanda, même les partenaires qui autrefois étaient des acquis pour lui, semblent être dubitatifs. Et aujourd'hui, la stratégie, c'est qu'on met justement cette communauté qui n'aime pas se salir les mains devant ses responsabilités, on lui rappelle ses faiblesses, on lui rappelle sa trahison, on lui rappelle aussi ses écarts. Et qu'aujourd'hui, finalement, il fallait trouver un moyen de pouvoir déstabiliser aussi l'opinion en interne. Mais la question, c'est que pourquoi Kagame a choisi de revenir sur les questions des élections? Parce qu'il sait que ce sont des éléments qui ont déjà des marqueurs dans l'opinion publique congolaise. Ah, d'accord. Ça veut dire que ça représente une bonne frange de l'opposition, pour ne pas citer la Mouka. Ouais. C'est un discours preneur, où ici, c'est un débat qui existe déjà. Ouais. On remue le débat pour créer un deuxième élément, et si vous regardez les réseaux sociaux... Vous pensez que ça a eu des échos au niveau de la population interne? Forcément. Regardez les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a encore jusque-là les gens qui ne savent pas voir les choses dans le second degré. Comprendre qu'à ce stade ici, on peut avoir un point de vue contraire, mais tout ce qui viendra de Kagame répond à une stratégie et vise un objectif. Non, attends, l'objectif c'est quoi? Remporter la bataille, s'aimer de la zizanie, déstabiliser l'opinion interne pour facilement avoir des éléments de langage et construire un discours au niveau de l'opinion internationale. Parce qu'à défaut, dans la finalité de cette phrase, Kagame va tenter de justifier justement ces différentes actions. Il va s'ériger en redresseur de tort pour se donner un poids et dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte où la légitimité pose problème et que pour plusieurs raisons, il va donner une certaine légitimité dans ses actes, parfois maladroits. Et le contraire maintenant, c'est que dans ces discours-là ici, tout dépend de l'intelligence congolaise. La position du gouvernement a été proportionnée par rapport... Bon, il n'y a pas de proportionnalité. Je ne suis pas de ceux qui estiment que quand on avance des éléments de ce genre-là, en fait, je suis de ceux qui n'aiment pas forcément être dans la réaction. Je préfère être dans l'action que dans la réaction. Je préférais interroger... L'action serait quoi dans cette... J'interrogerai le pourquoi de son discours, et moi j'éviterai tout ce qui est discussion, j'irai dans un élément un peu plus probant et plus pragmatique. On n'est pas obligé de nager sur le même élément de langage, mais on peut nous faire évoluer notre position sur la question de la guerre de l'Est en passant à autre chose. Parce que quand Kagame évoque aujourd'hui la question de il n'a pas gagné les élections, il n'est pas le premier à tenir ces discours-là. Le fait que c'est un discours qui a déjà été entendu, un discours qui circule, un discours qui a preneur au sein de la classe politique congolaise, les effets sont presque pas aussi graves que si ça venait d'ailleurs. Il va plus loin en disant que non, c'est parce qu'il y a élection l'année prochaine dans ces pays que ces gouvernements ne seraient pas capables d'organiser des élections, qu'ils prendraient un prétexte du Rwanda comme agresseur pour justifier ce qui pourrait se faire en 2023 comme glissement ou autre chose. C'est là où je rigole. Ça rentre exactement. J'ai bien suivi les discours de Kagame. L'ensemble de cette construction-là répond à un besoin. Kagame revient sur des éléments de langage déjà utilisés par les politiques congolais. Il veut asseoir un élément. Et au-delà de ça, Kagame veut justement créer une dissension. Kagame veut planter un élément, un argumentaire sur quoi, malheureusement, le Congolais, certains vont se reposer dessus pour pouvoir continuer à pondre des réflexions qui finiront par déstabiliser l'opinion publique. Donc, en gros, ce que Kagame a dit, c'est assez, jusqu'à ça maintenant, à preuve du contraire, c'est un prétexte de quelqu'un qui est arrivé sur les éléments de langage dans une bataille qui a atteint une certaine dimension sur le plan diplomatique dans les salons VIP, mais aussi sur le plan médiatique. Cet homme qui, depuis toujours, s'est vendu comme étant la plus grande victime, a bénéficié du soutien, de la protection de l'ensemble de la communauté internationale. Cet État qui bénéficie de son budget à plus de 60% des ressources externes, finit par être révélé au monde comme étant le bourreau et l'agresseur.
En quelque sorte, c'est l'image qui servait, comment dirais-je, des valeurs commerciales qui est ternie. Il faut trouver d'autres argumentaires. Et malheureusement, le Congolais tombe dans le piège. Dans ce que Kagame dit, il peut y avoir quelques éléments de vérité. Mais dans une action de communication, le plus important, c'est la finalité. Ah, d'accord. En le disant, qu'est-ce qu'il vise? Et la meilleure façon de stopper cette propension de Kagame, c'est que les gens qui s'identifient à ces discours-là n'emboîtent pas le pas. Merci beaucoup, Mike Gardidiana. Je prends Manick Sienda. Entre les propos de Kagame et celui du gouvernement, quel est le propos qui a prédominé dans l'opinion, d'après vous? Avant d'arriver à faire cette lecture de la température politico-sociale dans l'opinion de notre pays, permettez-moi quand même de condamner d'abord ces discours que moi je considère comme une insulte à toute la nation congolaise, bien évidemment, le discours de M. Paul Kagame, qui jette un discrédit sur la légitimité de l'institution président de la République. Hier, vous avez vu ma descente sur terrain, je l'ai décrié, parce que Kagame, comme un État agresseur, Kagame, comme un président d'un pays qui agresse le Congo aujourd'hui, Kagame, comme un politique tyran, monarque absolu, dictateur de son État, n'a aucune leçon de démocratie à donner ni à Tshisekedi, ni aux Congolais. C'est comme ça que je le dis, c'est vrai que je suis opposant, je m'oppose à M. Tshisekedi, à sa gouvernance, encore plus à son modèle de leadership qui n'arrive pas à convaincre l'ensemble de la population congolaise. Mais attention, tout en étant opposant, je considère le problème de notre pays comme des problèmes internes. S'il faudrait tirer les oreilles de M. Tshisekedi, s'il faudrait reprocher M. Tshisekedi, s'il faudrait opposer à ce système de M. Tshisekedi avec des critiques très actives, je pense qu'il faudrait le faire en interne et non exposer les présidents de la République auprès des étrangers qui, du reste, cherchent à fragiliser davantage la République démocratique du Congo. C'est par là que je voudrais inviter effectivement à la responsabilité les acteurs politiques de l'opposition, surtout. Parce que très généralement, on a tendance à aller toujours dans le sens contraire que la logique du président de la République, sans pour autant mesurer les conséquences qui peuvent venir après. Je prends l'exemple de discours de M. Martin Fayoulou, président d'un parti politique, un acteur politique des renommes. C'est parmi les figures de proue au sein de l'opposition politique de notre pays. Lorsqu'il dit, par exemple, que M. Tshisekedi est un agent de Paul Kagame, ça c'est un discours scandaleux. C'est un discours qui crée de la confusion dans l'esprit collectif du peuple congolais. Et encore que c'est un discours qui l'expose à des multiples dangers au point même de compromettre son électorat. Parce qu'à ce stade, le peuple congolais regarde la réalité de l'Est sans aucune décoration politique. Le peuple congolais n'aborde pas le sujet de l'Est par rapport à la tendance ou à la mouvance politique. Quand le feu Étienne Tshisekedi le disait de Kabila que Bokanga est besoin de en Rwanda, pourquoi n'est pas... Il n'avait jamais dit que Kabila était un agent d'un individu. S'il vous plaît, Mike. Pourquoi ne pas les tolérer aujourd'hui à Fayoulou? Si hier on a toléré... Mais je réitère le propos de mon ami Diana. Tshisekedi n'a jamais dit que Kabila était un agent de Kagame. Encore qu'en ce moment-là, les relations, je dirais, diplomatiques et voire même militaires entre la RDC et le Rwanda n'étaient pas tendues comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons le dire clairement, nous sommes dans un état de guerre contre le Rwanda. Et pour ça, il faudrait que les acteurs politiques de l'opposition soient responsables de leurs propos. Parce que M. Martin Fayoulou court le risque, comme je l'ai dit tantôt, de compromettre son électorat. Parce que la population risque de croire comme si Martin Fayoulou fait le jeu de diversion, le jeu de Paul Kagame, pour désorienter effectivement l'attention collective du peuple congolais vers les vrais problèmes qui existent. C'est cela les dangers que court M. Martin Fayoulou. Et en deuxième lieu, vous savez, moi je l'ai toujours dit, quand on parle de la guerre, c'est vrai, il y a beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en exergue pour résoudre
ce problème de la guerre, résoudre ces fléaux, parmi lesquels il y a aussi les stratégies relatives à la politique d'intégration communautaire. C'est-à-dire pour que le peuple congolais arrive à se ranger derrière l'armée et soutenir le gouvernement, autant pour le président de la République en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République, il faudrait qu'il y ait quand même une sorte de confiance nationale. Et la confiance nationale s'installe effectivement par la crédibilité de propos des dirigeants de la République, des leaders d'opinion, autant pour ceux de l'opposition politique que ceux de la majorité présidentielle, pareil pour la société civile. Et donc en ce moment, nous en tant qu'acteurs politiques, nous en tant que leaders politiques, nous devons avoir des propos de discours crédibles afin d'installer une confiance nationale. Mais je ne peux pas vous dire que le propos de Kagame influe sur la classe politique congolaise. Parce que moi je considère le discours de Kagame comme un discours désobligeant à l'égard d'un homologue, d'un président de la République. Je considère les discours de M. Kagame comme un véritable pétard mouillé qui n'a aucun effet sur... Non mais moi je ne suis peut-être pas d'accord par rapport à la réplique du gouvernement via porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, ministre des secteurs. Pourquoi? Parce que, vous savez, sur le plan de la communication, lorsque vous voulez communiquer dans un contexte précis, surtout que nous sommes dans un contexte de guerres diplomatiques, des guerres communicationnelles, des guerres de sécurité, des guerres d'armée, c'est-à-dire, il faudrait que votre communication soit une communication ciblée et qui vise une finalité précise. Mon frère l'a dit, aujourd'hui en réalité, la réaction de Paul Kagame, cela prouve à suffisance que M. Kagame est dans une situation de faiblesse. Il réagit comme quelqu'un qui s'est plaint. D'où la République démocratique du Congo, je dirais M. Félix Tshisekedi, est actuellement dans une position de force. D'où notre communication que nous devons faire face à Kagame ne doit pas être une communication réactive. Parce que lorsqu'on est dans la communication, quand vous réagissez effectivement, vous êtes dans une posture de faiblesse. Alors moi je dis, le gouvernement congolais n'avait pas intérêt de réagir. Par moment, parmi les langages diplomatiques, les silences, c'est aussi un langage. Encore qu'on est dans un contexte de communication politique, c'est-à-dire on peut utiliser la population, les forces vives de la nation, à pouvoir réagir par rapport tel que moi je l'ai fait hier. Je l'ai dit, si M. Kagame veut d'une guerre civile, et attention, le peuple congolais, nous sommes prêts pour ça. Merci beaucoup, Monique Siende. Je reviens à vous. Merveille, Bayeling, vous pensez que comme disait Mike Gardi Diana, pour Kagame, cette communication, c'est une diversion. Vous pensez que le gouvernement est pris par les pièges de Kagame en réagissant? Non, pas du tout. Il faut voir dans quel contexte le ministre de la Communication et les médias porte-parole du gouvernement a réagi. Monsieur Patrick Mouyaya sous forme d'une conférence de presse, ou point de presse, et briefing, voilà ce que vous appelez briefing, c'est régulier. Et c'est hebdomadaire. Voilà, c'est hebdomadaire. Et si vous avez bien suivi la vidéo, sauf si je me trompe, les confrères ou notre frère ici sur ce plateau peut me contredire, c'était la réponse à la question d'un journaliste. Exactement. Cela veut dire en communication que le gouvernement n'a pas organisé une communication ciblée. Le gouvernement, ça il faut bien accès à communication. Parce que si un journaliste pose une question et que le porte-parole du gouvernement, celui qui est censé porter la voix du gouvernement, refuse de donner de la voix à une question aussi sensible, vous allez voir que la même population va traiter le gouvernement des complices. Donc Patrick Mouyaya était dans une situation où il ne pouvait que réagir. Donc il était pris par le piège. Alors, lorsqu'on est pris par les pièges, en communication, il faut savoir utiliser les circonstances pour ne pas passer pour un faiblard. C'est-à-dire? Ah oui, je m'explique. Si je vous comprends bien, les ministres s'est fait passer pour un faiblard. Ça veut dire que la communication, la réponse
du ministre n'était pas vraiment à la hauteur de... Non, moi je pense que, premièrement, dans de telles circonstances, lorsque on vous pose la question concernant la réaction d'un président d'un des pays frères, premièrement, il faut condamner, mais en utilisant et son expression, s'il vous plaît, et son expression faciale et le ton. C'est ce que le ministre Mende, par exemple, le ton n'était pas ferme. Le ministre, en fait, réagissait comme s'il n'avait pas besoin de parler. Vous savez, dans la communication... Mais c'est sa manière de parler, non? Justement, dans la communication, ça compte. Nous sommes dans une situation particulière. Nous sommes dans un moment de guerre. Notre frère l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes attaqués, agressés par le Rwanda. Et en communication, lorsque vous réagissez à une provocation d'un pays qui vous agresse... Vous devenez faible. Non, même pas ça. Pas vous devenez faible. J'ai expliqué ici le contexte. Patrick nous a été obligé de réagir parce que le journaliste avait posé la question. Mais seulement lorsque vous réagissez, il faut le faire conséquemment. Ça veut dire avec un ton ferme, mais aussi... Vivacité. Non, vivacité, ça c'est trop journalistique. J'ai dit ici qu'il fallait utiliser un ton ferme. Et dans la politique, c'est très important. Les politiciens comprennent bien ce que je suis en train de dire. Là où je suis d'accord avec eux, est que Paul Kagame aujourd'hui se sent menacé. Paul Kagame... La question que je me pose, qu'est-ce qui vous fait croire que Paul Kagame se sent menacé? Oui, parce que... Quels sont les indices? Premièrement, quelques pays de la communauté internationale, ce que Mike Diana a appelé ici alliés de Paul Kagame, ont commencé à condamner. Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont en difficulté. Ils sont en fait obligés de condamner. Comme par exemple ce qui s'est passé avec l'Union européenne. Quelqu'un a mis à nu l'Union européenne, que chaque année l'Union européenne donne 20 millions de dollars dans ça. Oui, nous allons parler 20 millions de dollars au Rwanda. Un pays qui agresse la RDC. Et la même Union européenne prétend soutenir la RDC. La même Union européenne refuse à la RDC de s'armer pour assurer son intégrité territoriale. Là, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, mais l'initiative, en tout cas, c'est lui qui a vraiment porté en fait ce... Non, pas seulement les pays de l'Union européenne. J'ai parlé de la France qui est un acteur majeur au sein de l'Union européenne. Voilà pourquoi j'insiste ici sur l'Union européenne. Donc, ce qui se passe aujourd'hui à l'Est et la réaction de Paul Kagame vient en fait de mettre une fois de plus à nu et la communauté internationale, mais surtout Paul Kagame, parce que là maintenant Paul Kagame a dévoilé ses vraies intentions vis-à-vis de la RDC. Parce que lorsque quelqu'un commence, permet que je termine, lorsque quelqu'un se permet de pointer du doigt votre papa dans le quartier, ça veut dire qu'il ne vous aime pas vraiment. Parce que quelqu'un ne peut pas détester ton père et t'aimer toi. Alors Mike, son fils. C'est vous qui aviez commencé. Pourtant, dans mon cas, ça arrive. S'il vous plaît, Mike. Dans ton cas, ça arrive. Des gens qui détestent mon père et qui m'aiment. C'est de l'hypocrisie. Non, c'est pas. Là, je salue les vieux, en tout cas, Joachim Diana, du coup pas. Alors, je prends vous qui aviez. Heureux anniversaire, Ali. Ah, joyeux anniversaire. Le patriarche. Au papa. Alors, on prend vous qui aviez dit que les Rwandais seraient en position de faiblesse, mais quand on apprend que les conseils de l'Union européenne a annoncé ce jeudi l'octroi hier
d'un montant supplémentaire de 20 millions d'euros destinés à l'aide à la poursuite du déploiement des troupes rwandaises au Mozambique, ceci dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix au niveau de Mozambique. Et docteur Mukwege s'est intrigué. Vous, personnellement, comment vous réagissez? Vous pensez que le Rwanda se sentirait toujours en position de faiblesse aussi longtemps il a toujours ses partenaires? Merci pour la question. Permets-moi de faire encore une digression de précision, généralement sur la réaction de Merveille Baïlégué. Parce que on ne peut pas reconnaître que ce n'était pas une communication officielle organisée et croire que dans les sentiments, il y aurait une narration construite. Le fait que c'était une question directe, impromptue, pendant le débrief, si Mouyaya voulait faire un temps ferme, comme vous l'avez dit, il tomberait dans le faux semblant. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile quand c'est une communication officielle, il vient pour réagir. Après réflexion, après les éléments produits au niveau du Conseil de ministres, là, on donne la forme au fond. Mais là, c'est le porte-parole qui a apporté une réponse directe. D'ailleurs, quand vous parlez, ça m'a donné un autre angle de vue. Je crois aussi que dans l'attitude, il donne l'impression de quelqu'un qui n'est pas affecté par le dire de Mouyaya, de Kagame. Ah, d'accord. C'est une question, bon, écoute, à la banale, ok, il a dit, mais est-ce que lui, il peut nous donner des leçons? Voilà. Pays, il s'est reposé sur des éléments très factuels, comme même Manik Seyanda a évoqué ici. Vous ne pouvez pas être un État qui s'est doté la présidence à vie jusqu'en 2034 au mépris de la Constitution. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui est passé par le pouvoir par des voies que nous connaissons et s'ériger en maître d'honneur des leçons. Je crois que dans la communication, la forme a toujours été proportionnelle au fond. S'il ne pouvait pas être dans cette posture-là, ferme, c'est parce que c'était une réaction impromptue et qu'il est resté naturel dans sa réaction. Mais posons-nous la question maintenant sur l'opportunité de cette réponse. Je reviens sur ce que je disais ici. Est-ce que dans le dire de Kagame, ces éléments-là sont nouveaux? N'avons-nous jamais entendu parler de ce genre d'histoire? Ces hypothèses-là ont circulé ici. Il y a des gens qui ont fait le chou gras. Ils se sont fait passer pour des analystes. C'est juste en répondant sur ces histoires-là. On va se reposer sur les questions de la guerre de l'Est pour ne pas organiser des élections, machin et autres. Donc, en gros, Kagame, observant que finalement, au niveau de l'opinion internationale, il est en train de perdre le pas, la meilleure façon de trouver des alliés, c'est de s'accrocher sur des éléments internes. Ce qui est Kagame a tenu, je ne vais pas me cacher, c'est un discours proche de la Mouka. Pour ne pas dire proche, c'est les discours de la Mouka. Et généralement, c'est un ballon d'essai. On lance, on sait qu'on trouvera preneur en interne, et eux feront l'effet d'amplification. Et je vous dis qu'il en a trouvé. Vous savez pourquoi? Vous savez, les derniers tweets de Martin Fayulu, c'est quoi? Il reprend une chronologie du processus d'enrôlement en République démocratique du Congo pour remettre en question le calendrier tel que publié par la CENI. Ça peut paraître anodin, mais dans le fond, on revient dans des éléments de fond qui se rapportent aussi à ces discours-là. Que finalement, on tombe dans l'irréel pour justifier un glissement ou encore une élection mal organisée. On peut ne pas forcément reprendre le même discours, mais on est proche et dont l'esprit transmet le même message. Mais aussi, quand vous avez dit, est-ce que Mouyaya a été obligé de répondre à la question? Je crois qu'à ce stade ici, il avait le choix de répondre ou ne pas répondre. Pourquoi? Cette opinion aujourd'hui est partagée. Quand vous avez eu la chance d'avoir un excellent porte-parole comme Lambert Mende Malanga, finalement, il a fini par ériger un principe. Parce que c'est du fighting, du tic au tac. Mais posons-nous la question. Dans la réaction musclée de Lambert Mende Malanga, quels sont les résultats de cette approche? Est-ce que le rapport avec le Rwanda avait changé parce qu'on répondait coup pour coup? Non mais maintenant revenons sur revenons sur la question de 20 millions. Quand vous définissez la question de 20 millions, là c'est un peu plus clair. C'est dans le cadre d'un programme d'intervention pour un autre État. Un État en proie à des guerres civiles et autres. Donc en gros ici on est dans une approche d'un financement, je ne pense pas, qui à 80% n'est pas profitable au Rwanda. La question c'est pourquoi le Rwanda? Parce que quand vous regardez le palmarès de force de puissance au niveau africain, le Rwanda est très loin. Pourquoi faire le choix du Rwanda pour aller intervenir
en Mozambique. Est-ce que c'est la plus grande force? Est-ce que c'est la plus grande force? C'est là où intervient la notion de l'amicalité entre États et certains. Le Rwanda est un peu le hub. Cela est fait dans la dynamique de donner au Rwanda une puissance par effet placebo. J'ai dit aux gens ici que les États-Unis ont construit sa notoriété en s'érigeant en redresseur de tort. Le Congo a presque cette vocation-là sur le continent africain. La meilleure des choses, moi j'encourage le chef de l'État, quand il faudra aller intervenir dans les questions politiques d'autres, c'est asseoir l'influence de la RDC et rendre les autres rédevables. C'est comme ça qu'on peut finalement avoir une voix qui porte et engager une dynamique dans notre process de diplomatie. Il faudra que le Congo joue son rôle. Et justement, c'est le rôle qu'on voulait conférer au Rwanda. Ce redresseur de tort qui va résoudre le problème des autres États, question d'attirer la sympathie, non seulement de la population, mais rendre rédevables les États. Parce que c'est de ça que fait l'histoire entre États. Exactement. Donc en gros, ce sont que des éléments qui nous prouvent à suffisance que ces Rwandais-là étaient dans une dynamique, dans une politique très bien dressée. Mais la question c'est, pourquoi cette empathie excessive vis-à-vis du Rwanda? Exactement. Bon, puisque le temps est vite, j'allais répondre. Mais bon, allons-y. Non, on va y aller. Non, vous terminez. C'est parce que le Rwanda a su manager. Depuis les questions de fond, c'est-à-dire comment dirais-je, le génocide rwandais, qui est devenu un fonds de commerce, ce Rwanda qui est devenu une minorité, a profité de sa position de minorité pour aller établir des liens solides. Le Rwanda a refusé de rester dans la posture d'un commandaire. Le Rwanda a apporté une solution. Il dit, écoutez, au-delà de ça, moi je peux être le tremplin au niveau du continent africain pour vous permettre d'asseoir vos différentes politiques, notamment sur les questions économiques. Le Rwanda a fait un effort de reprendre la place qui est autrefois la RDC au niveau de la sous-région, c'est-à-dire ses points d'orgue avec cette fameuse communauté internationale, mais aussi c'est lui qui sert les intérêts des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est en fait l'enfant adoptif de cette communauté internationale. C'est pourquoi on continue à lui donner le moyen, même son budget est à 60% constitué des ressources externes. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Est-ce que les 20 millions de l'Union européenne n'est pas pour nous dire que les chiens aboient, la caravane passe? La RDC aboie, mais la caravane passe. Les Rwandais évoluent. Bon, je pense que c'est une question de relations diplomatiques. Je pense que le Rwanda, comme un État qui développe ses relations diplomatiques avec les États, pareil pour certaines organisations internationales, c'est au Rwanda d'orienter ses politiques en faveur du Rwanda. Aujourd'hui, tous nous savons que le Rwanda, dans la posture diplomatique, a fait un peu plus des pas par rapport à la RDC. Je te donne par exemple le cas de la direction du Rwanda à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors que la RDC est pratiquement le deuxième pays ou le premier pays francophone au monde. Ça ne se justifie pas. Le Rwanda, à un certain moment, a été membre non permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies sous l'appui des États-Unis d'Amérique. Regardez même les relations diplomatiques en termes de bilatéralité des relations entre les États-Unis et le Rwanda. Les visas des États-Unis au Rwanda n'est pas le même par rapport ici au Congo. Et donc, le Rwanda a une posture des faveurs par rapport à ses relations avec les partenaires internationaux. C'est pour des raisons, effectivement, de considérer le Rwanda comme une passerelle, comme un pont pour atteindre la RDC. Et le Rwanda le fait convenablement mieux. Et encore que la position du Rwanda, à un certain moment, conditionne même l'avenir politique de notre pays, en termes de leadership. C'est-à-dire nous avions eu des présidents dans notre pays, dont la source de l'histoire et même la source d'élaboration stratégique sur le plan politique commence par le Rwanda. Je prends le cas de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a été totalement parrainé par le gouvernement rwandais, et en termes de logistique et en termes de moyens humains. Mzee est venu avec James Kabarebe, sujet rwandais, comme chef d'état-major dans notre pays. Ce qui voudrait dire, le Rwanda, par rapport à ses politiques de ramification et de rapprochement par rapport aux réalités de la RDC, le Rwanda connaît beaucoup de choses. Parce que le Rwanda a utilisé beaucoup de stratégies pour nous infiltrer des près, afin d'avoir des informations, etc. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que la RDC, si nous sommes vraiment en guerre contre le Rwanda,
Et il faudrait qu'on s'élance à un challenge diplomatique, à un challenge d'efforts d'État. Et nous disons, nous avons un adversaire d'État qui a un certain nombre de points forts dans le secteur diplomatique, dans le secteur sécuritaire. Et nous, en tant que pays adversaire, nous devons renforcer un peu nos efforts. Nous devons nous appuyer sur les leviers qui concernent le secteur de la vie nationale. Et donc, c'est un problème d'efforts diplomatiques. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que l'ami a dit par rapport à la réaction de Patrick Mouyaya. Vous savez, la gestion d'une crise ne s'improvise pas, mon ami. Mouyaya, comme porte-parole du gouvernement, peu importe la circonstance, quand il dégage des paroles, des propos venant de sa bouche, cela engage automatiquement le gouvernement. Que ce soit dans un cadre où la question provenait d'un journaliste, mais par le fait que le ministre a répondu, c'est-à-dire le ministre a donné la position du gouvernement. Moi, je ne suis pas d'accord avec Mouyaya par rapport à son style et à la stratégie qui n'a pas été au bénéfice du pays. Déjà que je dis, réagir à une communication de quelqu'un, c'est faire le jeu de faiblesse des communications. Parce que le président rwandais Paul Kagame, quand il a réagi tout en sachant, disons, quand il a tenu son propos, en remettant en cause l'élection de M. Tshisekedi et en voulant créer un peu une sorte de crise interne au niveau de la RDC sur la question électorale, c'est parce qu'il savait qu'après son propos, les Congolais vont réagir. Il savait que le gouvernement congolais va réagir. Il savait que M. Tshisekedi sera touché par ces discours-là et il va réagir. Et voilà que M. Mouyaya s'est laissé faire par le jeu de Paul Kagame. Alors que moi, je suis beaucoup plus dans la logique stylée, c'est-à-dire la logique des silences. Admettons que le journaliste est là qui posait la question à M. Mouyaya. Il pose la question par rapport au propos de Paul Kagame, le président rwandais. À la limite, si Mouyaya ne voudrait pas se taire, mais il fallait quand même donner une réponse qui serait revêtie d'un certain mystère institutionnel, par exemple. C'est-à-dire ? Par exemple, on me pose la question sur le propos de Kagame et je réponds directement et en un seul mot. Cette histoire de Kagame, c'est un pétard mouillé. Ça s'arrête là. Vous savez ce que ça veut dire en termes de communication stylée? C'est-à-dire le gouvernement congolais a tellement minimisé l'approche de Kagame parce qu'actuellement, nous sommes dans une posture de force. Merci beaucoup, député de la rue. Je prends merveille, Bailing. Je pose ma question. Le docteur Mukwege s'est intrigué de ce qui s'est passé, l'octroi de 20 millions par le Conseil de l'Union européenne. Vous êtes des mèches avec les docteurs ou non? J'aimerais d'abord revenir en arrière concernant la réaction du porte-parole du gouvernement. Écoutez, le porte-parole du gouvernement ne pouvait pas se taire face à la provocation, ce qu'ils appellent provocation de Paul Kagame. Nous sommes dans un contexte très difficile et très particulier. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que les Congolais qui vont dans le sens de soutenir les propos de Paul Kagame, en réalité, ne sont pas des patriotes. Est-ce qu'il a menti? S'il vous plaît, ne sont pas des patriotes. Je pose la question. Il a menti. Écoutez, ne sont pas des patriotes. Pourquoi? Parce que Kagame, c'est l'ennemi de la RDC. Je n'ai pas dit le Rwanda parce qu'il faut toujours faire la nuance. La différence, c'est quoi? Le Congo, nous n'avons pas de problème, nous, avec les peuples rwandais. Non. Mais nous avons des problèmes avec Paul Kagame. Avec Paul Kagame et son régime, donc avec l'État rwandais. L'État implique la population. Non, s'il vous plaît, c'est très important parce que dire que tous les Rwandais sont concernés, cela voudrait dire qu'ils sont devenus nos ennemis. Vous, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter régulièrement l'Est. Si vous le faites, je vous apprends que les deux peuples vivent en harmonie. Les deux peuples vivent en harmonie. Le problème, c'est Paul Kagame.
les jours où Paul Kagame partira, vous allez constater... Vous croyez? Ah, mais il finira par partir. En fait, vous croyez que le jour où il partira, il pourrait y avoir la solution à ces problèmes? Il pourra y avoir, parce que maintenant je continue à croire que le problème c'est Kagame. Mais je continue dans ma logique pour dire que maintenant là, à l'heure où la RDC est agressée par le Rwanda, où Paul Kagame s'est manifesté ouvertement comme l'ennemi de la RDC, parce qu'avant, c'était les 1,23, il niait, mais maintenant là, nous savons officiellement que c'est Paul Kagame. Tout ce qui sort de la bouche de Kagame doit être condamné par les Congolais. Les Congolais ne peuvent pas emboîter le pas. Voilà pourquoi j'ai dit que tous ceux qui soutiennent les propos de Kagame ne sont pas des patriotes. Alors, concernant la communication, c'est un problème d'école. S'il vous plaît, je vais en arriver. Concernant la communication, c'est un problème d'école. Hein? Il y a par exemple l'école de Palo Alto. Lui, il est dans la pragmatique de Palo Alto, où le silence, c'est aussi une communication. Parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Tout est communication. Mais moi, ici, j'estime que dans un tel cas, et surtout avec à l'allure où on prie les choses, la RDC doit non seulement répondre au Rwanda directement, mais aussi accentuer les lobbying au niveau international, parce qu'aujourd'hui c'est une guerre médiatique. Et le porte-parole du gouvernement, lorsqu'il est en face d'une question d'un journaliste concernant ce sujet où on pointe du doigt l'institution président de la République, il ne peut que réagir, et il doit réagir sous un ton ferme. Les 20 millions. Oui, concernant les 20 millions, en fait, écoutez, que l'Union européenne ait aidé le Rwanda dans le cadre de l'intervention au Mozambique, mais le fait pour l'Union européenne de doter le Rwanda de 20 millions de dollars est un acte de soutien sur le plan des relations internationales. Et si l'Union européenne les fait, c'est parce que... pas à minimiser. Ce n'est pas à minimiser. Si l'Union européenne les fait, c'est tout simplement parce que l'Union européenne a un intérêt au niveau du Rwanda. N'oubliez pas que dans les relations internationales, on dit que les États sont des monstres froids. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si l'Union européenne continue à coopérer directement ou indirectement avec le Rwanda, c'est parce que l'Union européenne trouve ses intérêts au Rwanda. Alors, la RDC doit maintenant, pour résoudre ce problème, ça c'est une solution, doit en fait essayer de connaître ce que cherche réellement l'Union européenne ou les multinationales de manière générale, pour les contraindre à passer par la voie légale au lieu d'utiliser le Rwanda comme commissionnaire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci Bailenge. Mike Gardi Diana. Après Mike, c'est Malik Yenda. Mike, en quelques mots, votre réaction face à ce qui s'est passé au niveau du Palais du Peuple, l'entretien entre le président de la République et la jeunesse, où on voit un jeune qui, bon, il y a une bonne opinion qui a applaudi ces jeunes en disant qu'il était brave, il a tenu des propos, bon, ce que les gens disent à voix basse, oui, il a dit ça, en tout cas, face à face face au président comme ça. Votre réaction? Merci, ben, il souffrait encore un peu que je fasse une digression. Mais vite, en tout cas. Je ne suis pas sûr que, Merveille, la question de la réaction du porte-parole du gouvernement soit une question d'école. Je ne suis pas sûr. Parce que si je rentre dans votre logique, vous estimez qu'il fallait qu'il réagisse. Mais vous reconnaissez que dans sa réaction, il y avait beaucoup de choses qui étaient incohérentes parce que c'était une question impromptue. Il fallait qu'il réagisse, mais avec un autre style, pas ce style-là. C'est ça mon problème. Je rentre dans votre logique. Oui. Dans un contexte de crise, l'improvisation est souvent nocive. Ouais. Et à ce stade ici, s'il voulait réagir, il devait réagir bien. Ici, on ne fait pas les choses à demi-mesure. Ah ouais. Soit vous le faites bien, soit vous ne le faites pas. C'est là où je vous ai dit que, à mon sens,
il aurait minimisé et passé et attendre une bonne occasion pour faire une communication ciblée et orientée qui va lui permettre ou permettre au gouvernement d'atteindre un objectif. Parce que réagir dans ce sens-là, il a servi la stratégie de celui qui a commencé l'action. Lorsqu'un tel sujet... s'il vous plaît, j'aimerais dire quelque chose. Soyez élégant. Non, je sais, c'est très important. C'est important, merveille. Ne joue pas les mots, soyez élégant. Les propos de Kagame, c'était avant la conférence. Donc, les propos de Kagame... Je vous reconnais très élégant. D'accord, merci. Dans mon temps d'antenne, je vais essayer de revenir. Vous allez revenir. Donc, en quelque sorte, on ne lui reproche pas de pouvoir réagir. Mais s'il devrait réagir, il devrait le faire convenablement. Je vous dis... S'il vous plaît, merveille. Non, vous dites, vous vous contredisez. Le problème, c'est que l'opportunité, c'est que dans ces contextes-là, il ne devrait, dans ces contextes-là, dans l'improvisation, puisque vous reprochez, c'est une communication dans un contexte de crise où il faut mettre la forme au fond. Et aujourd'hui, il n'a fait qu'alimenter encore un autre débat et faire en fait le lit justement de ces discours-là. Aujourd'hui, l'opinion est partagée parce qu'entre là, les gens puissent dans ces éléments, notamment vous-même qui critiquez ces discours-là, mais vous jugez que c'était important. C'est-à-dire, à quel moment un discours dans un contexte de crise qui a été fait de la mauvaise manière devient important? C'est pas ça. Donc, on ne lui reproche pas de pouvoir réagir, mais s'il devrait réagir, il devrait le faire convenablement et bien avec une téléologie bien étudiée, examinée. Sur la question de la jeunesse. La jeunesse, vite. Je vais décevoir beaucoup de gens, mais je crois que cet élément-là, dans le symbolique, c'était important. Donc c'était important que ces jeunes-là dans les symboliques, ces propos. Donc je ne suis pas dans le propos, je prends dans le sens général que le chef de l'État, il devient la jeunesse. Là, c'est dans les symboliques, c'était bon. Mais dans le fond, ça ne résout rien. Oh, comment ça? Je vais vous expliquer. De quoi a besoin cette jeunesse-là? Cette jeunesse a besoin des cadres permanents qui lui permettent qui permet à cette jeunesse-là d'établir un contact direct. Non pas avec l'individu chef de l'État, mais avec l'institution présidence de la République pour l'impulsion et les autres, comment dirais-je, institutions par ricochet. De quoi a besoin quels sont les grands problèmes de cette jeunesse? Il y a le problème de chômage, il y a le problème de la formation, il y a le problème, comment dirais-je, de l'intégration. Il y a plein de problèmes de la jeunesse. Ça ne se résout pas par un tête-à-tête. Ça se résout par des mesures directes. Le chef de l'État a besoin de la jeunesse. Cette jeunesse-là a des catégories qu'on peut facilement identifier. À ces niveaux ici, quels sont les problèmes dans les différentes ramifications de la jeunesse? On se rencontre pas dans un monologue, on se rencontre, on dit de manière technique quels sont les problèmes, à quel niveau, quelle solution on peut apporter pour résoudre le problème de manière définitive. Sur le plan symbolique, ok, mais dans le fond, croyez-moi, on y reviendra, on aura parlé, ça ne changera pas grand-chose au problème de la jeunesse. Avec ce qui s'est passé, pourrait-il y avoir encore une autre rencontre de ces gens? Les gens estiment que non, ça ne pourrait plus avoir. Je ne suis pas sûr, parce que normalement, de un, il y a eu un problème d'organisation, ça tout le monde le sait, parce que généralement, le chef de l'État peut être très ouvert dans cette initiative, il a envie de rencontrer cette jeunesse-là dans sa pluralité, mais malheureusement, les gens qui sont autour ont essayé de filtrer. C'est-à-dire? Ils ont essayé de filtrer. Pour eux, c'était une rencontre de prestige. Être avec le chef de l'État, on a privilégié un certain nombre de gens qui n'avaient pas d'offre à faire. À l'instar de celui qui a fini par faire l'offre, mais à la fin de compte, j'ai compris que c'était établir un lien parce qu'il fait une promesse fallacieuse de créer des millionnaires chaque semaine. Ça encore, il a presque dilué. Si quelqu'un était là en train de décortiquer son discours, il a presque dilué les efforts qu'il avait fait avant. Tu ne peux pas tenir ce genre de promesses-là. On te catégorise directement. On a l'impression que c'est un politique qui est venu chercher des opportunités. Or, ce n'était pas ça le cadre. À ce stade ici, je répète encore une fois de plus, cette jeunesse a besoin des structures un peu plus présentes. Le problème, c'est que le Congo a une jeunesse très active. Cette jeunesse-là est créative. Le problème, c'est qu'au niveau des opportunités d'initiative, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, les problèmes sont connus. Le Congo est un État où le taux de remboursement de la dette a atteint un niveau élevé. Et que les banques commerciales ne peuvent pas assister aux initiatives de jeunes. L'État doit se constituer à ces niveaux-là. Faire en sorte de pouvoir le faciliter et rendre plus aisé l'initiative et l'entrepreneuriat de jeunes. On résoudra les autres par la suite. Manix Iyenda, vous personnellement, vous vous êtes retrouvé dans le propos de ces jeunes ou non? Qu'est-ce que ce monsieur aurait pu ajouter? Très rapidement, dans quelques secondes, je voudrais quand même parler de cette question de financement de l'Union européenne au Rwanda.
pareil pour certains États d'Afrique. Mais ce qui est très décevant, c'est que les États africains, de par les politiques proposées par leurs dirigeants, j'ai l'impression que les dirigeants africains n'ont même pas le sens de dignité, le respect, la valeur. Mais comment vous pouvez imaginer une organisation à valeur continentale comme l'Union africaine a pour bailleur des fonds l'Union européenne? Mais c'est tellement décevant. Comment vous pouvez imaginer un pays aussi indépendant comme la RDC, encore que le domaine de la justice fait partie des domaines de souveraineté de l'État, alors que le bâtiment qui abrite la justice de notre pays a été construit par l'Union européenne, le palais de justice. En quoi nous sommes un État responsable et sérieux? Non bilatérale. Non mais écoutez, mais quand est-ce que la RDC ou encore les États africains, pour le parler en termes généraux, vont commencer à résoudre le problème africain? Kwame Nkrumah nous a laissé un plan de développement africain aussi important, le panafricanisme, avec l'idée de créer une banque africaine, une monnaie africaine, une armée africaine, un visa africain, et ainsi de suite. Mais pourquoi les dirigeants africains n'arrivent pas à matérialiser? Et donc aujourd'hui, je donne raison à celui qui disait, avant l'indépendance, égale après l'indépendance, parce que les États africains demeurent sous l'hégémonie économique de l'Occident, et cela se justifie à plusieurs niveaux. Alors sur cette question de la jeunesse, moi je commence par saluer la bravoure, l'abnégation, le courage légendaire de ce jeune qui était là. Est-ce que c'est vraiment un jeune, ce monsieur? Non mais c'est un jeune. C'est un jeune. C'est un jeune. Ce jeune-là qui était là, je ne parle pas d'un seul jeune, parce qu'il y avait quand même plusieurs jeunes qui étaient devant le président de la République, et les réactions diverses. Mais moi, j'ai retenu quelques réactions dans cette rencontre. Il y a eu deux jeunes qui ont rappelé au président de la République qu'il était temps de dégager quelqu'un comme Mbosso, comme Bahati, comme Ngobila, comme tous ce gens-là. Encore qu'on a même rappelé au président de la République que les ministres-là de la jeunesse ne valaient vraiment pas la peine. Monsieur Yves Bonkoulou. C'est-à-dire, lorsque le jeune rappelle au président de la République qu'il fallait que Bahati a dégagé, a Kende, a Yebela, c'est cela même le langage qu'ils ont utilisé, les jeunes ont simplement utilisé une fausse modestie à l'égard du président de la République. Oh, comment ça? Non mais parce que ces messages-là voudraient tout simplement dire, vous aussi, vous devez partir. Donc ces jeunes-là, ils devraient dire... Non mais c'est logique, parce que le choix de ces personnes-là, de ces dirigeants-là, c'est le choix de M. Tshisekedi. Encore que même lorsqu'on lui a rappelé que vos ministres sont des ministres corrompus, vous avez entendu la réaction de M. Tshisekedi? Des stagiaires, vous avez entendu la réaction? Apportez-moi des preuves et puis... Non mais justement, c'est comme si Tshisekedi jusque-là n'a aucune preuve de l'incompétence de ses dirigeants, de la corruption de ses dirigeants, des magouilles diligentées par ses dirigeants. Mais ce Tshisekedi n'a jamais entendu de quelconque détournement de fonds destinés pour... Il ne suffit pas d'entendre, il faut apporter des preuves, non? Non mais écoutez, la preuve pour son conseiller en matière de stratégie, ça ne suffit pas. Vidier Chimanga. Et alors? Et pourquoi certains proches du président de la République ont fait la prison, que moi je considère comme des vacances politiques, des congés politiques? Et pourquoi? Mais non, il faudrait que le président de la République soit par moments sincère envers le jeune. Encore que... Le président n'était pas sincère. Non mais pas du tout. Non seulement qu'il n'était pas sincère, il n'était pas réaliste. Un jeune qui lui oppose à sa gouvernance aussi faible que cela, qui n'apporte rien, et surtout rien par rapport aux problèmes des jeunes, on lui parle de sous-traitance, on lui parle de l'entrepreneuriat, encore que l'économie générale de notre pays est tenue par l'informel. Et bien le président de la République qui répond avec espoir, une promesse de plus aux jeunes, que voilà, on va créer de grandes universités modernes répondant aux standards internationaux, encore une promesse de plus. Tandis qu'aujourd'hui, le problème de jeunes, c'est un autre problème. Pourquoi les présidents Tshisekedi avec son gouvernement n'arrivent pas à donner aux jeunes
l'occasion d'avoir un pays avec des industries poussées. Parce que la jeunesse congolaise, comme une catégorie de population répondant ou qui a la couche sociale la plus élevée, en termes de plus de 65% d'ailleurs, constitue une main-d'œuvre locale pour accompagner le pays dans le secteur de l'industrie, par exemple. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons avoir des entreprises, nous pouvons avoir des industries, mais tant que le jeune ne participe pas à cela, ce serait un manque à gagner. Encore que même si nous avons de jeunes et que nous n'avons pas des industries, la main-d'œuvre locale serait pourrie. Oui, merveille. Je pose la question. Vous avez... Je dois revenir sur quelque chose. Oui, vous avez le temps. Je pose d'abord. J'ai trouvé. Je pose ma question. Est-ce que vous n'aviez pas l'impression que le président était face à des jeunes d'un certain camp politique, c'est-à-dire de l'opposition? Je vais répondre à cette question. Écoutez, lorsqu'on fait de la communication, il faut savoir que la meilleure improvisation se prépare. Ce qui s'est passé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Manix. Allez-y. Lorsque vous avez parlé, je n'ai pas intervenu. S'il vous plaît. Ne vous déstabilisez pas. Ne le faites pas. Non, c'est vous qui le faites. Moi, je ne le fais pas. Moi, je suis élégant. Écoutez, le Kagame a attaqué la RDC et le président Tshisekedi avant le briefing de Patrick Mouyaya. Ouais. Donc, Patrick Mouyaya, en venant, savait qu'il y a une question pendante. Il y a une question d'actualité, en tout cas qui alimente. Voilà, qui alimente. Alors, lorsqu'on vient, on est face à la presse, on doit se préparer, on doit s'y attendre. Donc, une telle question aussi importante ne pourrait jamais manquer. Alors, Mouyaya devait préparer une réponse sous forme d'improvisation. Voilà pourquoi j'ai dit que dans de tels cas, il faut répondre et répondre de la meilleure des manières. Est-ce que c'était le cas? Vous n'allez pas... Voilà pourquoi je suis en train... Voilà pourquoi je suis en train de critiquer le style utilisé par Patrick Mouyaya. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est le fait de dire que Patrick Mouyaya ne devrait pas réagir. Là, je ne suis pas d'accord avec vous et je ne serai jamais d'accord avec vous. Mais libre à vous de réfléchir autrement. C'est même ça la beauté. Les faits évoqués nous donnent raison. Non, pas du tout. C'est même ça la beauté du débat. C'est parce qu'il n'a pas réagi de la meilleure des manières et que tout c'est... Autant mieux attendre la meilleure. Non, pas forcément. S'il avait réagi de la meilleure des manières, ben... vous serez peut-être le premier. Justement. C'est dans un temps noté. Et c'était. Si vous parler, pas de la manière la je protège mon hérité, s'il vous plaît. Moi, j'estime que quand on est porte-parole du gouvernement, lorsqu'il y a une question importante comme celle-là, vous devez répondre. Et convenablement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà pourquoi, dans mon analyse, je critiquais le style du ministre Mouyaya. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il devait s'éteindre. Alors, concernant la jeunesse... Vous avez l'impression que le président était face aux jeunes d'un certain camp politique? D'abord, je me suis demandé à un certain moment, est-ce que le président était réellement face à la jeunesse? Ah oui, ça c'est... Personnellement, est-ce qu'il était réellement face à la jeunesse? Moi, ce n'est pas jeune. J'ai vu une catégorie, j'ai vu quelques jeunes, mais en tout cas, il y avait d'autres visages. Non, je n'ai pas cité de nom ici. Et aussi, je n'étais pas vraiment d'accord avec en fait le style utilisé par... Je ne maîtrise pas son nom, c'est lui qui a parlé des millionnaires, qui a dit qu'il était prêt, voilà, qui était prêt à faire chaque semaine des millionnaires. Et lorsqu'il dit que vos ministres, écoutez, ce sont les ministres de la République. Nommés par le président de la République. Ce sont nommés, mais une fois qu'on est ministre, on devient ministre de la République. Mais c'est juste une manière de s'exprimer, non? Non. Écoutez, dans les affaires... Pour responsabiliser les présidents. Est-ce que les ministres savent qu'ils sont ministres de la République eux-mêmes? Non, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat, mais moi je suis dans la logique. Et en tant que jeune, dans un tel cadre, et surtout que c'est une communication officielle parce que vous vous adressez au président de la République qui s'est transmis à la télévision
national, on suppose que cet événement a été suivi par le monde. Lorsque vous dites vos ministres, hein, personnellement... Ça frise quoi? Non, personnellement, le style là, hein, n'était pas du tout au classique. Hein, le style là n'était pas du tout classique. Donc, il devrait essayer un peu d'amadouer le président. Pas d'amadouer, mais dire, par exemple... Cher président de la République. Pas cher président, non. Il faut faire très attention. Ah, pas cher président. Mais ça lui coûterait quoi de dire les ministres de la République sont corrompus et encore qu'il devrait en avoir les preuves parce qu'il ne faut pas prendre la place de la justice. Ici, nous sommes sur le plan des principes. Donc, vous demandez à l'opinion quand il dénonce... Non. Écoutez, les ministres en fonction, vous ne pouvez pas traiter les ministres en fonction de corrompus aussi longtemps que la justice n'a pas encore déterminé la culpabilité de quelqu'un. Nous devons rester sur le plan des principes. Il n'est pas la justice. Il pouvait... Il est menacé par les jeunes. Hein. Non, ce n'est pas une menace. Il pouvait condamner des pratiques, mais pas jusqu'au point de traiter tous les ministres de corrompus. Et puis de dire vos ministres. Merci beaucoup. C'est quand même le président de la République. Merci beaucoup, Merveille Baileng. Et les derniers tours de table, on prend la question du calendrier électoral. Mike Gardi Diana, je vois des réactions qui fusent de partout. Également, Eliezer Tamboué qui dit que la durée de l'enrôlement paraît un peu irréalisable. Également, les partis d'Adolphe Muzito, de plus en plus de politiciens. J'ai reçu également Mike Mukeba qui a abondé dans le même sens. Vous particulièrement, vous pensez quoi de ces calendriers publiés par Denis Kadima? Merci pour la question. Je crois qu'il est tout à fait logique que les gens mettent de doute quand on regarde un peu la chronologie. 3 mois d'enrôlement. 3 mois? Non, je ne suis pas sûr. Oui, c'est 3 mois. Non, c'est pas 3 mois. Du 24 décembre au mois de mars. Au mois de mars. Oui. C'est au mois de juin, pas mars. Ah. Regardez la feuille de route. Ah oui. Le problème, c'est que je comprends qu'ils aient un peu de doute dans le sens où quand vous regardez la chronologie, le dernier enrôlement a pris presque 16 mois. Et qu'aujourd'hui, sans avoir vraiment des réponses très techniques sur la méthode utilisée, on reste traditionnel sur la pensée d'autrefois. Mais après avoir échangé avec, malheureusement je ne sais pas citer son nom, un expert en interne de la CENI, il est revenu sur quelques éléments. Il dit, écoute, la vérité c'est que oui, ça peut paraître une mission difficile, mais cette CENI-là a déjà réfléchi. Non seulement avec les experts, mais avec les différentes parties prenantes. C'est-à-dire que la décision d'établir cette feuille de route-là et ce calendrier-là n'émane pas de la volonté du président de la CENI. Et il y a eu des échanges avec les différentes parties prenantes et ils ont étudié les possibilités de pouvoir atteindre ces délais. Dès lors qu'en interne, avec la représentation des partis politiques, on ne s'est pas opposé lors de la plénière à cette feuille de route, il est incongru de voir que les mêmes partis politiques allaient de l'extérieur et émettre de doutes. Mais moi je leur ai dit, c'est normal, on comprend. Vous pouvez parler le langage d'experts, mais dans le fond, nous, on va avoir des éléments clairs et nets pour nous justifier comment cela se fera pour atteindre les résultats. À ce niveau-là, on n'a pas encore assez de réponses, mais dans le fond, je crois, à mon humble avis, qu'avec la technologie, il est possible d'organiser l'enrôlement en si peu de temps. Mais le problème n'est pas au niveau technologique. Le problème est au niveau de la possibilité d'atteindre les différents recoins de la République. Ouais. Mais quand il pose également des contraintes, il parle de la logistique également. Hein. Justement, c'est ce que je dis. Ça veut dire que cette CENI-là nous explique qu'elle est à même de pouvoir l'organiser en présentant les contraintes. La meilleure façon de mettre cette CENI devant ses responsabilités, c'est de la donner le moyen demandé et voir si elle est à même de pouvoir tenir ces délais. À mon humble avis, je crois que c'est la seule contrainte. À ce stade ici. Je ne sais pas émettre, parce que je sais qu'aujourd'hui, si vous voulez, je peux donner un exemple d'un État qui a fait l'enrôlement en 5 mois et 3 semaines. C'est peut-être pas comme la RDC. Si on veut faire les calculs, ça veut dire que nous, avec les surplus, on peut aller jusqu'à 6-7 mois. C'est possible. Mais tout dépend maintenant de la capacité à pouvoir acheminer, la capacité à atteindre à temps les différentes zones dites enclavées et pouvoir l'organiser dans le bon délai, mais tenir aussi compte de certaines zones comme la partie Est où il y a question d'insécurité. Mais ajouter à cela, cette CENI-là, c'est ajouter une autre corde au cou.
La corde au cou, c'est quoi? C'est que la diaspora. Bon, à ce niveau-là, je crois que pour la diaspora, l'identification semble être simple, eux disent, mais moi, je mets quand même beaucoup de réserves. Mais à ces stades ici, je crois qu'il n'est peut-être pas aussi très aisé de revenir sur les détails techniques. Cette feuille de route-là, moi je l'ai vu, la chronologie telle que définie, le doute est logique dans le sens où on est habitué à un processus qui prend 16, à la limite 15, 17 mois. Quand vous voulez faire moi, il faudra avoir une bonne communication, nous expliquer la méthode choisie pour pouvoir atteindre les résultats. Donc je ne condamne pas ceux qui émettent de doute, mais à ces niveaux ici, c'est plutôt à la CENI pouvoir faire le travail et surtout à ce gouvernement-là de ne pas donner le prétexte à cette CENI, puisque elle dit être en mesure de le tenir. Et que finalement, elle a posé quelques contraintes qui, à mon humble avis, sont des contraintes qu'on peut facilement résoudre. Donnons le moyen et voyons s'ils seront en mesure d'atteindre ces délais. Vous étant code politique de votre parti politique, je ne sais pas si vous parlerez ici de ce que pensent les partis, mais quelle chance donneriez-vous à ces calendriers de Denis Kadima? Moi, je voudrais d'abord assumer ma responsabilité en tant qu'acteur politique. Parce que j'ai la liberté de penser et d'opiner sur un sujet de l'État. Moi, je considère le calendrier électoral tel que présenté par M. Denis Kadima comme les préludes du glissement voulu par les régimes de Félix Tshisekedi. Donc, ça annonce les glissements? Mais bien sûr que oui. M. Denis Kadima n'a fait que sa part pour justifier effectivement la légitimité, je dirais, populaire de la CENI, avoir la sympathie, la confiance du peuple, afin d'élaguer un certain nombre de choses qu'on pourrait coller à la CENI au cas où les élections ne seraient pas organisées. Elle fait du branding. Bien sûr, de la figuration, elle fait la forme. Tous nous savons, c'est vrai, que la CENI, parmi ses premiers partenaires, nous citons d'abord et avant tout le gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui alloue le moyen, le financement des élections. C'est le gouvernement congolais qui assure la question de la sécurité électorale. Ça là, c'est un problème du gouvernement. Un autre partenaire, très malheureusement, on ne revient pas sur lui, c'est même la Cour constitutionnelle qui traite sur cette question de contentieux électoral, surtout pour l'élection du président de la République, la législative nationale. Mais lorsque vous analysez les contraintes, je voudrais d'abord conclure par dire simplement que le calendrier électoral de M. Denis Kadima veut tout simplement dire, si on ne respecte pas ces contraintes, eh bien, il ne faut jamais s'attendre aux élections. Et M. Denis Kadima a été même malin en fixant les parts des responsabilités. Lorsqu'il parle de la contrainte sécuritaire, il met une case, il dit responsable gouvernement. Ngai Sénité, c'est gouvernement. C'est-à-dire il faut que le gouvernement de Tshisekedi arrive à finir la guerre à Rutshuru, à Bunagana, à Kiwanja, la guerre à l'est du pays pour qu'on organise les élections selon le format prévu par la CENI. Deuxième contrainte, la CENI parle de la contrainte logistique. Encore que pour cette contrainte-là, la responsabilité. La contrainte financière. Encore que pour cette contrainte-là, le gouvernement. Sanitaire. Et même la contrainte légale. Là, il a endossé la responsabilité sur le dos et du président de la République et du Parlement. Cela voudrait tout simplement dire que s'attendre aux élections en ce moment, encore que jusque-là les processus de paix, ne serait-ce que pour récupérer la partie Bunagana, créer de la paix et vaincre la guerre contre Kagame, ces processus-là demeurent dubitatifs. C'est pendant que Kagame est en train de jeter un discrédit sur la légitimité de M. Félix Tshisekedi, c'est M. Kagame qui nous donne le ballon d'essai par rapport à la non-tenue des élections. En même temps, c'est comme ça que je donne par moment raison à mon frère Diana quand il dit il faudrait prendre ce chose ou regarder ce chose avec une autre dimension, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, alors que le geste posé nous enseigne qu'effectivement il y a un complot, mais malheureusement un complot contre le peuple. Et donc Kagame qui parle des élections à son sens, Fayulu qui parle des élections à son sens, Tshisekedi qui parle des élections à son sens, Denis Kadima qui parle des élections
À son sens, le peuple congolais devra réfléchir sur ces carrés suicidaires qui va peut-être déchirer l'intérêt commun. Une petite digression, toujours dans ces sujets d'élection. Vous aviez effectué un sondage sur les députés, je pense, au niveau de la circonscription de Pouna. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, mais bon, je crois que moi je suis un député de la rue. Tout le temps, je suis en contact avec le peuple. Vous savez, le meilleur sondage a toujours été le sondage du peuple. Très malheureusement, mon frère, il pense que quand on parle de la sanction c'est seulement la sanction politique, la sanction parlementaire, la sanction judiciaire. Attention, la meilleure sanction, c'est la sanction populaire. Ce que vous avez vu dans la réaction de jeunes, c'était une sanction populaire et directe. C'est-à-dire, le peuple que nous avec qui nous échangeons tout le jour, nous disent que ceux-là qui sont allés au Parlement ne représentent absolument rien. Et il me cite le nom de Christelle Vwanga. Il me cite le nom. Non, mais le peuple a cité le nom de Christelle Vwanga. Ce n'est pas moi. Il me semble que Christelle Vwanga s'intéresse beaucoup plus aux ONG qu'au problème du peuple. Au problème réel du peuple ou encore au problème ou à sa mission en tant que parlementaire. Il me semble que Papa Molière Malemba, depuis qu'il est allé là-bas, tout ce qu'il sait dire, c'est oui ou c'est non. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le peuple. Pour ce peuple, c'est Tsingipulu. Le peuple m'a malheureusement pour vous cité le nom de Tsingipulu comme le seul député qui arrive à défendre valablement. Et je voudrais vous dire que je n'ai aucun contact, aucun lien, aucune relation avec M. Tsingipulu. On finit avec je n'aimerais pas entrer dans ce débat les calendriers des députés parce que nous savons comment ça se passe. Même lui qui s'est dit député de la rue, une fois qu'il est à l'Assemblée, je ne t'invite pas, reste dans la posture des journalistes. Ça change. Reste là. Et écoutez, non, je suis libre. Un journaliste peut atterrir partout où il veut, ne vous en faites pas. Peut-être que vous allez finir aussi à les élections. Vous commencez toujours comme ça. Faut passer à la fin, encore derrière le tour. Écoutez, par rapport au calendrier de Denis Kadima, je suis tenté de dire que c'est un calendrier fantaisiste, comme disent certains. Oui, je suis tout à fait d'accord avec. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que notre ami a très bien brossé. En fait, là, du moins, vous êtes d'accord. Moi, je suis scientifique. Lorsque je suis d'accord avec quelque chose, je n'ai pas honte de le dire. Par rapport aux contraintes, lorsqu'il nous énumère les contraintes, il nous parle de la guerre, de l'insécurité à l'Est. Écoutez, cette insécurité n'a pas commencé avec M. Félix Tshisekedi. Cette insécurité n'a pas commencé avec M. Denis Kadima. Il est venu trouver l'insécurité. Corneille a organisé les élections avec cette insécurité. Malouma également. Il veut nous dire que pour que nous ayons les élections, il faut que Félix Tshisekedi mette fin à la... ça c'est une compréhension propre à vous. Non, c'est mon analyse. Ça s'appelle analyse, mon frère. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais laissez-moi, je suis libre. Comment vous voulez que j'analyse comme vous? Lorsqu'il parle ici des contraintes... Ça s'appelle une analyse. Non, s'il vous plaît, je sais que je suis... Je ne vais pas aller plus loin. Permets-moi d'être libre. Permets-moi d'être libre. Non, je n'ai rien dit. Permets-moi d'être libre. Écoutez, en communication, le fait de mettre un accent sur les contraintes peut signifier, j'ai bien dit, peut signifier que je suis en train de préparer la population au glissement, comme a dit mon frère. Et moi, je sais qu'avec ce calendrier, avec les contraintes, il peut y avoir glissement. J'ai bien dit, il peut y avoir glissement. Il faut toujours être prudent dans son langage parce que les émissions sont toujours enregistrées, ne vous en faites pas. Les émissions sont enregistrées. Non, lui, il ne peut pas ajouter parce que s'il dit je vais vouloir parler aussi. En 30 secondes. Il ne peut pas. Depuis que l'élection existe en RDC, quand on vous présente la feuille de route, il y a toujours des contraintes. Merci. Maintenant, tout dépend de quelles sont les contraintes de nature à compromettre le processus électoral. La CENI ne vous l'a pas dit. Il y a une contrainte majeure capable de compromettre le processus. Les programmes de diffusion... N'utilisons pas une communication anxiogène. La semaine prochaine, je finis avec cette actualité. C'est monsieur ici, Pascal Beverag. Il y a quelques mois, il était recherché pour viol sur mineur par la justice, avec un avis de recherche et un mandat d'amener. Par notre grande surprise, aujourd'hui, grâce aux manières politiques selon les dénonciations,
de la société civile du Haut-Katanga. Le monsieur bénéficie d'une théâtralisation de la justice par Dieudonné Kamuleta, le président de la Cour constitutionnelle. Comme le président a dénoncé même que la Cour constitutionnelle commence, la justice commence à pondre des arrêts comme des théâtres. Et ce monsieur aujourd'hui, avec cette théâtralisation de la justice orchestrée par monsieur Dieudonné Kamuleta, dans ces dossiers de Beveragi, comme dénonce la société civile du Haut-Katanga, ils ont extorqué les MCK. On ne sait pas. Aussi longtemps, la justice même française a donné raison à un camp bien déterminé, bien défini, qui n'était pas les camps de M. Beveragi. Comment est-ce que ça se passe, ces histoires en République démocratique du Congo? On ne sait pas. On avait vu la même Cour constitutionnelle qui a pondu un arrêt en défaveur de M. Matata Pugno. On ne sait pas en tout cas. Il y a toujours des critiques à l'égard des arrêts pondus par cette Cour constitutionnelle. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Malheureusement, la Cour ne va pas se dédire par rapport à l'élection de Félix Tshisekedi. On ne sait pas. Ça n'est fini pour dans de telles questions, il faut mettre au conditionnel parce que là, je cite la société civile du Haut-Katanga. Je ne dis pas que c'est moi. Il y a une correspondante de la société civile qui cite M. Dieudonné Kamuleta qui orchestre une théâtralisation de la justice pour extorquer les MCK en faveur de M. Beveragi. Ce n'est pas moi. Les documents existent. Merci beaucoup à Mike Gardidiana. Merci également à Mike Sien de LGD. Merci aussi au DG Info Vrai, M. Merveille Bayeling, qui est le dieu de toutes les inspirations, continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Que le président de la République nous fasse quelque chose pour cette justice. Au revoir.